Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis Patrick François et bienvenue sur Haïti, Culture et Perspective. Cette chaîne qui dit du bien d'Haïti, cette chaîne qui a pour mission d'aider l'Haïtien à s'aimer d'abord, avant de réclamer d'être aimé par les autres. Parfois, une photo peut raconter l'histoire d'un pays. Cette photo-ci, c'est celle de 1988, l'une des années les plus sanglantes de l'histoire récente d'Haïti. Dans l'émission d'aujourd'hui, la photo de la honte. Cette photo en dit long sur la politique haïtienne. Sur cette photo, il y a un homme heureux. Il y a un homme furieux. Le premier ne peut cacher sa joie. Le deuxième ne peut dissimuler sa furie. Chacun d'eux est dans son rôle. Chacun joue sa partition malgré la postérité. Il y a un uniforme, celui de l'armée. Il y a un autre uniforme, invisible celui-là, celui de la fierté, le sourire de celui qui y est arrivé. Enfin, mais il y a aussi un ventilateur. Il doit faire chaud. Mais on sait surtout que l'air des pays riches est plus discret. Nous sommes bien dans un pays où se joue un drame tropical. Ce n'est pas ce qui se joue aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est jour de fête, un jour de pouvoir. Il y a un civil. Le problème, c'est que depuis que la politique est politique, rares sont les fois où les civils et les militaires parlent le même langage. Il y a en arrière-plan une femme. Ah, elle est importante, cette femme. Elle est importante. Sur cette photo, elle a l'air de se poser des questions, cette femme. Si vous vous le demandez encore, cette photo est celle de l'investiture du président d'Haïti, Leslie F. Maniga. Mais le problème est que sur la photo, il y a un homme furieux, furax. Ou bien, il est trop sur la photo pour être furax, ou il est trop furax pour être sur la photo. Pour comprendre cette colère, il faut à la fois interroger les jours avant et les jours suivant cette photo. En tout état de cause, son regard annonce l'orage. Pour comprendre la photo du 7 février 1988, il faut remonter au 29 novembre 1987. Un dimanche d'élection où l'armée et les Duvaliéris ouvrent le feu sur un peuple sorti faire son devoir de citoyen. Et pour comprendre ce dimanche 29 novembre, il faut remonter au 29 mars 1987. La junte militaire nommée Conseil national de gouvernement appelle le peuple à la ratification de la nouvelle constitution par voie référendaire. Une constitution anti-duvalieriste et anti-présidentialiste, mais qui maintient intact le pouvoir de l'armée, qui s'érige comme un État dans l'État. Alors, dans le pays le plus politisé du monde, cela fait débat. Approuvée à 99,81% des votes exprimés, la Constitution divise la classe politique. Mais puisqu'elle prévoit les élections le 29 novembre 1987, élections auxquelles les Duvaliéris ne peuvent prendre part, les forces réactionnaires terrorisent le pays. Ils brandissent un slogan qui fait froid dans le dos. La Constitution est en papier et la baïonnette est faite de fer. L'article 249 prévoit la constitution d'un Conseil électoral provisoire, CEP. La classe politique et la société civile répondent présents à l'appel aux urnes prévu pour le dimanche 29 novembre. Le CEP est furieux. Qui dit élection dit perte de pouvoir pour les militaires, qui vont tout faire pour saboter le processus électoral. Le 29 juillet 1987, le CNG promulgue un décret anticonstitutionnel qui abroge le pouvoir du CEP et renforce le rôle du ministre de l'Intérieur, qui n'est autre que Williams Regala, un homme qui n'hésite pas à recourir à la répression pour arriver à ses fins.
l'évêque de Jérémie, le monseigneur Willy Romélus, appelle à la résistance. Les manifestants réclament la démission du CNG. Mais la répression fait des dizaines de morts dans les grandes villes du pays. Plus que jamais, la nation est divisée. D'un côté, les Duvalier sont rendus inéligibles par la Constitution, l'armée qui redoute la transition démocratique et certains leaders impopulaires qui se savent incapables d'être élus. De l'autre côté, le mouvement populaire démocratique que la junte qualifie de christo-marxiste de la théologie de la libération. D'autant que le 22 août 1987, 57 organisations, après concertation, décident de former une seule formation politique, le Front National de Concertation, le FNC, et un candidat unique, le professeur Gérard Gourgue, ancien membre du CNG qui a démissionné devant les exactions des militaires présents dans ce conseil. Après un mois de novembre de terreur, le jour de l'élection, le massacre dans le bureau de vote à la ruelle Vaillant fait 34 morts et des dizaines de blessés. Ainsi, le processus démocratique est réprimé dans le sang. Sans regret, Henri Namphy et le CNG établissent un nouveau conseil électoral. Les élections sont prévues pour le dimanche 17 janvier 1988. Mais les 4 grands candidats décident de boycotter les élections en signe de protestation contre les massacres du 29 novembre 1987. Ainsi, Gérard Gourgue du FNC, Silvio Claude du Parti démocrate chrétien PDCH, Marc Bazin du Mouvement pour l'instauration de la démocratie en Haïti MID et Louis Desjoie II du Parti agricole et industriel national PAN décident de ne pas prendre part à ce qu'ils appellent une mascarade électorale. Ils fondent un front commun qu'ils nomment le Comité d'entente démocratique, CED, et se donnent un objectif, faire échouer le CNG. Mais l'homme de la photo, le civil, le chef du Rassemblement des démocrates nationaux progressistes, RDNP, un parti qui se réclame de la démocratie chrétienne, le professeur Leslie Maniga décide de se présenter aux élections. Pour l'homme, l'occasion est trop belle. Ainsi, lors de ces élections largement boycottées par le peuple haïtien, le pouvoir est offert à Leslie Maniga ce dimanche 17 janvier 1988 et est investi le 7 février, le jour de la photo. Haïti vient d'accuser un recul démocratique et le pays doit à nouveau panser ses plaies. Comment un professeur de la Sorbonne peut-il accepter un pouvoir assis sur le cadavre d'un peuple qui lui faisait confiance? Comment un démocrate a-t-il pu accepter de poignarder son peuple dans le dos afin d'assouvir ses ambitions politiques? De l'avis de tous, cet homme vient de commettre un suicide politique. Mais il est au pouvoir. L'objectif de la politique est la conquête du pouvoir. Pris par un besoin de justification, le président Maniga dit avoir pris un risque calculé. Calculé? Peut-on trop calculer avec un homme sur la photo qui a le feu en lui? Le calcul est celui des militaires qui voient en Maniga une marionnette à manipuler. Pour comprendre cette trahison, il faut revenir sur la biographie de cet homme. Leslie Maniga est né le 16 août 1930 à Port-au-Prince dans une famille de l'élite progressiste du nord du pays, des enseignants. Il fréquente l'université de la Sorbonne où il obtient un diplôme de philosophie. Il devient un très jeune directeur des affaires politiques au ministère des Affaires étrangères dans les années 50. En 1958, il crée l'École des hautes études internationales. Il soutient Duvalier à ses débuts, avant d'être chassé par lui au motif qu'il est responsable des grèves des étudiants du début des années 60. Il est emprisonné, puis contraint à l'exil en France, aux États-Unis et au Venezuela à partir de l'année 1963. Durant son exil, il développe 2 choses. 1. Il devient un professeur de niveau international et enseigne en France, aux États-Unis et au Venezuela. Il fonde à Caracas en 1979 son mouvement politique, se réclamant de la démocratie chrétienne, l'iconique
RDNP qu'on retrouvera dans toutes les batailles des années 70 et du début des années 80. Le Rassemblement des démocrates nationaux progressistes. Après le départ de Duvalier, il ramène son RDNP sur le champ politique haïtien et se range du côté des démocrates. Il collabore par ailleurs avec le quotidien Le Nouvelliste et se présente même à ces élections du 29 novembre 1987, réprimé dans le sang à la ruelle Vaillant. C'est cet homme de conviction qui est comme un ingénu sur cette fameuse photo, piétinant sans vergogne le sang du peuple haïtien fraîchement versé dans l'exercice de ses droits citoyens. On se dit alors que si cet homme d'expérience, ce cerveau, peut être pris, alors la bataille semble perdue d'avance. C'est là que tout a commencé. Cette photo est le résumé de notre drame depuis 1986, symbole de la putréfaction de la classe politique haïtienne. Parlons à présent du bilan de cet homme. Durant la présidence de Maniga, les soldats se déchaînent sur la population. Le sang coule de plus belle. Les assassinats politiques se poursuivent. Le président devient tout à coup progressiste. Il se révèle un extraordinaire communicateur politique. Son émission Yontikos et en bâtonnelle, une approche populiste au cours de laquelle il rend compte de sa politique, séduit le peuple. Cette émission hebdomadaire rassure la population qui a l'impression que son avis compte et que cet homme travaille pour lui. D'ailleurs, peut-être est-il sincère à ce moment-là. Toujours est-il que, pris par cette popularité, il se sent pousser des ailes. Il se convainc qu'il est un démocrate aimé par le peuple. Une chose est sûre, cet homme est complexe. C'est dans ce contexte qu'il décide de relever le général Henri Namphy de ses fonctions de général en chef des forces armées d'Haïti. Dès le 17 juin 1988, la marionnette a pris du pouvoir et a voulu éloigner le danger. Face à cette destitution, le général Henri Namphy aurait demandé au président « Qui vous a fait roi, monsieur le professeur ?» À l'évidence, la question était rhétorique. Après un peu plus de 4 mois, Leslie Maniga est à son tour renversé par l'armée. Et l'homme qui apparaît à la télévision nationale dans la nuit du 19 au 20 juin 1988 n'est autre que le militaire sur la photo. Et ce jour-là, il réitère dans son bégaiement légendaire que l'armée n'a pas d'ambition politique. Cette fois, visiblement en colère, l'homme brandit une mitraillette à la télévision nationale. La scène est violente. L'homme monte un gouvernement intégralement militaire, abolit la Constitution et installe le couvre-feu. Une fois de plus, le peuple haïtien se réveille dans la stupeur. L'armée revient au devant de la scène politique et le secteur populaire s'attend à des jours de terreur. Cette nuit-là, quand retentit l'hymne présidentiel, Haïti, qui joue son ultime dramaturgie, semble proche des ténèbres. Cette histoire est le drame d'Haïti. L'homme politique vendrait sa mère pour quelques jours au pouvoir. Leslie Maniga a poignardé tous les démocrates haïtiens dans le dos, en pactisant avec le diable de l'époque. Leslie Maniga, un grand intellectuel parmi les plus illustres de ce pays, a méprisé tous ceux qui ont mis leur vie en danger à la fin de l'année 1987 et au début de l'année 1988. Leslie Maniga a aussi poignardé, que dis-je, a uriné sur la tombe des 34 victimes du 29 novembre 1987. Les hommes et les femmes qui ont été sacrifiés par l'armée et les duvalieristes à la ruelle Vaillant. 1 heure avant ce massacre, mon père avait voté à ce même bureau de vote. Voilà, ça est terminé pour cette émission consacrée à cette page d'histoire, cette année 1988. J'espère que vous avez appris quelque chose. Surtout, j'espère que vous avez pu faire des liens avec la situation actuelle. C'est le but de cette émission, faire des liens entre notre culture, notre histoire et ce qui se passe aujourd'hui, comprendre le présent et surtout se projeter dans l'avenir. Et n'oubliez pas de continuer à vous abonner à cette chaîne. J'ai besoin de vous pour mieux figurer au niveau de l'algorithme de YouTube pour que je puisse continuer à faire ce travail.
À très bientôt sur cette chaîne. Prenez soin de vous. Ciao.